Ou alors je suis encore à l'hôpital, dans le coma, et tout ça n'est qu'une illusion que je suis en train d'écrire. Quand j'étais enfant, ma mère m'avait emmené dans un grand parc d'aventure où l'on pouvait grimper sur des structures, se balancer sur des cordes et escalader toutes sortes d'appareils. Le lieu s'appelait Adventure World et pour moi, c'était comme entrer dans un terrain de jeu sans fin. À un moment, alors que je marchais près d'un des bâtiments, j'ai aperçu un petit groupe d'enfants qui riaient et couraient derrière l'installation. Je les suivais du regard et j'ai juré les voir foncer droit vers un mur puis disparaître de l'autre côté, exactement comme une scène sortie d'Harry Potter avec le quai 9¾ Leur silhouette s'était volatilisée devant moi et j'étais persuadé d'avoir été témoin d'un passage secret que seuls certains pouvaient emprunter. Convaincu que ce que j'avais vu était réel, je me suis élancé à mon tour, certain que je traverserais la paroi comme eux. Au lieu de ça, je me suis violemment cogné le front contre le mur. La douleur était si soudaine que je me suis mis à me tenir la tête en gémissant, en colère et frustré de ne pas avoir eu droit à ce moment magique. Dans ma naïveté, j'ai même continué à frapper de mes mains la surface dure en espérant qu'elle s'ouvre enfin pour moi. Je me souviens que ma mère m'a retrouvé un peu plus tard, confuse de me voir les yeux humides et la tête rouge. Je n'ai jamais vraiment compris ce que j'avais vu ce jour-là. J'avais environ 12 ans et pour mon anniversaire, en février, j'avais invité 6 ou 7 copains chez mon père, qui vivait à la campagne. On avait décidé de camper cette nuit-là dans le jardin, à une centaine de mètres de la maison, dans un petit coin boisé. On avait monté 2 tentes sur un chemin dégagé que mon père utilisait pour passer avec son camion entre notre terrain assez clairsemé et une immense forêt dense de plus de 40 hectares. Vers minuit, après avoir raconté les histoires de fantômes de rigueur autour du feu, on s'est tous couchés dans nos tentes. Plus tard dans la nuit, je me réveille en entendant mon père hurler mon prénom. Il semblait furieux. J'étais complètement perdu. Je me tourne vers mes amis, qui étaient réveillés aussi, et je leur demande depuis combien de temps ils criaient comme ça. Tous m'ont répondu qu'ils ne savaient pas, qu'ils venaient juste de se réveiller eux aussi. Je sors de la tente en courant et remonte à la maison pour savoir ce qu'ils voulaient. Mon père était hors de lui. Il devait partir avec une équipe à Atlanta pour superviser des réparations structurelles sur les lignes MARTA, pendant leur courte fermeture entre 2 et 5 heures du matin. Il m'a dit qu'il était 3 heures et qu'il nous cherchait depuis 1 heure du matin, juste avant de partir. Il jurait avoir conduit son camion jusqu'aux tentes, avoir braqué ses pleins phares sur nous, klaxonné à tout va et crié nos noms à plusieurs reprises. Il disait avoir parcouru tout le terrain ainsi sans jamais obtenir la moindre réponse. Pour lui, c'était sûr, on n'était pas dans les tentes et on avait fait les imbéciles ailleurs. Il m'a dit qu'il devait y aller, qu'il était rassuré que je sois en sécurité, mais que le lendemain je paierais pour nos mensonges. Je suis retourné aux tentes, exténué d'avoir dû me défendre, et j'ai interrogé mes amis un par un. Tous m'ont juré qu'ils n'avaient rien entendu avant moi. Pas de phare, pas de bruit de moteur, pas de klaxon, rien. Et tous avaient ouvert les yeux exactement au même moment que moi, quand mon père nous avait appelés depuis bien plus loin que ce qu'il affirmait avoir fait avant. Le lendemain, personne ne nous a cru. Ma sœur m'a même demandé en privé ce qu'on faisait vraiment cette nuit-là. Et j'ai fini puni, comme si on avait tous menti. Aujourd'hui encore, mon père et mes frères et sœurs sont convaincus qu'on avait fait des bêtises, parce que selon eux c'est impossible qu'on ait tous dormi à point fermé alors qu'il avait mis les pleins phares et fait hurler son klaxon juste à côté des tentes. La vérité, c'est que ça donnait l'impression qu'on avait littéralement disparu pendant 2 heures, avant de tous réapparaître en même temps au moment où il nous a enfin réveillés. Il m'arrive parfois que de petites choses disparaissent littéralement de mes mains, comme si elles cessaient d'exister. La première fois que je m'en souviens, j'avais 5 ou 6 ans. J'étais dans le jardin derrière notre maison et je tenais un petit jouet que j'avais eu dans une de ces machines à 25 cents. Je l'avais fermé dans mon poing parce que je ne voulais surtout pas le perdre en me promenant. Je le sentais encore bien dans ma main, sa forme pressée contre ma paume, et puis d'un coup je ne l'ai plus senti. Quand j'ai ouvert les doigts, il n'y avait plus rien.
J'ai fouillé le sol pendant ce qui m'a semblé des heures. Un jouet en plastique rose fluo, ça aurait été impossible à manquer dans la terre, pourtant je ne l'ai jamais revu. Plus tard, au lycée, un ami m'avait donné une pièce de monnaie qu'il avait rapportée d'un de ses voyages à l'étranger. Je ne me souviens plus du pays, il partait souvent pendant les vacances. Comme je n'avais pas de poche, je serrais la pièce dans ma main en attendant d'arriver à mon casier. Le couloir était presque vide et ce n'était qu'une petite marche de rien du tout. Pourtant, quand j'ai voulu la mettre dans mon sac, ma main était vide. Pas de bruit métallique sur le sol, pas d'endroit où elle aurait pu rouler. Elle n'était simplement plus là. La disparition la plus récente m'a peut-être encore plus troublé. C'était une paire de boucles d'oreilles que j'avais posées sur mon meuble. Mon appartement est minuscule et je me suis d'abord dit qu'elles étaient tombées quelque part dans la moquette. J'ai cherché soigneusement, puis avec de plus en plus de frustration. Au point où j'ai fini par déplacer les meubles et passer l'aspirateur dans toute la pièce dans l'espoir de les retrouver. Rien. Quand j'étais à l'école primaire et au collège, il m'arrivait quelque chose d'étrange, à plusieurs reprises. Je jouais tranquillement à la récréation, et soudain, pendant une fraction de seconde, j'avais l'impression de voir la scène à travers un écran d'ordinateur. Imagine un vieux moniteur Dell du début des années 2000. C'était comme si je regardais un enregistrement de ma propre vie, filmé par mes yeux, mais projeté sur un écran, avec mon visage collé juste devant. Je voyais même les bords de l'écran autour de mon champ de vision. Pour donner une image plus claire, c'était un peu comme quand on utilise un terminal dans Fallout. Et ce n'est pas tout. Dans chacun de mes souvenirs d'enfance à l'extérieur de l'école, le ciel est toujours entièrement couvert de nuages, l'ambiance est toujours sombre et morne. Pourtant, j'ai grandi en Arizona, et un ciel aussi chargé n'était pas du tout fréquent. J'ai aussi un autre souvenir encore plus bizarre, un des plus anciens que j'ai. J'étais dans la mini-fourgonnette de ma mère, quelque part entre mes 2 et 6 ans. Mon père allait à l'épicerie, il devait être autour de 20 heures car le ciel était déjà noir. J'étais assis au siège central gauche, ma place habituelle, et mon frère, de 2 ans plus âgé que moi, était assis devant, à la place du passager. Ce qui est étrange, c'est que mes parents ne l'ont jamais laissé s'asseoir devant avant le lycée. Je pleurais parce que je voulais emmener mon ours en peluche. Ma mère m'a alors détaché, m'a pris dans ses bras, et mon père est parti avec mon frère. Quand la voiture a quitté le quartier, je me souviens avoir vu l'essuie-glace arrière s'activer, et j'ai entendu mon frère et mon père éclater de rire. Le problème, c'est que la sortie du quartier est bien trop loin pour que j'aie pu voir ou entendre quoi que ce soit depuis la maison, surtout de nuit. En plus, pour que je voie la voiture s'éloigner, il aurait fallu que ma mère me tienne tout au bout de l'allée, car un arbre bloquait complètement la vue depuis le garage. Rien dans ce souvenir n'a de sens. Pourtant, je jurerais que c'était réel. Il m'arrive parfois de me laisser emporter par une sorte de manie du rangement. Une fois que je commence à nettoyer, je me mets dans une espèce de transe et je n'arrive plus à m'arrêter. Ce jour-là, j'étais chez ma petite amie. Elle était montée à l'étage pour se préparer, mettre son maquillage et choisir ses affaires, et comme j'avais un peu de temps, j'ai décidé de donner un coup de propre. La maison est petite, 2 étages mais chaque bruit résonne, on entend quand quelqu'un marche, ouvre un tiroir ou ferme une porte. J'ai commencé par faire la vaisselle, l'eau qui coulait dans l'évier, le cliquetis des assiettes. Puis j'ai essuyé les plans de travail, satisfait de voir la surface redevenir brillante. Ensuite, je suis passé au salon. J'ai déplacé quelques objets sur la table basse, puis mon regard est tombé sur le canapé. Les coussins n'étaient pas alignés et la couverture était en boule. Je les ai réajustés, un par un, comme si je mettais de l'ordre dans un tableau. En me redressant, j'ai tourné la tête vers l'escalier qui menait à l'étage. J'ai appelé son prénom, pensant qu'elle y était encore. Sa réponse est venue aussitôt, mais pas d'en haut. J'ai pivoté et je l'ai vue, assise sur le canapé. Je suis resté figé. J'étais certain de ne pas l'avoir vue là quelques secondes plus tôt, alors que je venais justement de ranger les coussins à côté d'elle. Je lui ai demandé depuis quand elle était là.
Elle m'a regardé avec un air amusé et m'a répondu qu'elle n'avait jamais bougé, qu'elle était restée assise et m'avait observé pendant tout ce temps. Elle m'a décrit avec précision chacun de mes gestes, comme je nettoyais la table, comme je déplaçais les objets et comment je lissais la couverture juste à côté de son bras. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Mon esprit avait effacé sa présence, comme si elle n'avait pas existé dans la pièce jusqu'à ce qu'elle parle. Pourtant elle était bien là, et elle avait tout vu. Un soir, j'ai reçu un appel de mon meilleur ami vers 1h du matin. Sa voiture était tombée en panne sur le chemin du retour et il me demandait de venir l'aider. Je raccroche, j'enfile mes chaussures et je pars en voiture. Sur le trajet, je passe devant un terrain vague où plusieurs voitures étaient garées en cercle, phares allumés, et au milieu un groupe de types, eux aussi en cercle. C'était franchement étrange, mais vu que ça se passait à Ciudad Juárez, en plein pic de violence liée au cartel, je n'ai même pas osé regarder une deuxième fois et j'ai continué ma route. Je me suis arrêté faire le plein dans une station-service à 5 minutes de chez moi, et j'ai rappelé mon ami pendant que la pompe tournait. Il m'a dit que, d'une manière ou d'une autre, sa voiture avait redémarré et qu'il rentrait doucement chez lui, mais il m'a supplié de rester au téléphone parce qu'il avait un mauvais pressentiment. Je reprends la route, toujours en ligne avec lui. Sur le chemin du retour, plus aucune trace du groupe dans le terrain vague. Pourtant, entre le moment où je les avais vus et mon retour, il ne s'était écoulé qu'une dizaine de minutes. Je n'avais croisé aucune voiture non plus. Très étrange. En arrivant chez moi, je raccroche au moment où mon ami m'assure qu'il est presque arrivé chez lui et que tout va bien. C'est alors que je regarde l'heure sur mon téléphone, 4h du matin. Pris d'un doute, je fais le tour de la maison pour vérifier les autres horloges. Tout indique la même chose. Je rappelle mon ami, et lui aussi constate la même chose de son côté. On commence à paniquer, parce qu'en réalité, d'après les distances qu'on avait parcourues, tout ça aurait dû prendre 30 à 35 minutes, pas 3 heures entières. J'ai même vérifié le ticket de caisse de la station-service, j'avais fait le plein vers 1h20. Pourtant, quand je suis rentré, il était 4h. À ce jour, on n'a jamais compris ce qui s'était passé cette nuit-là. Et comme pour ajouter à la bizarrerie, quand mon ami a emmené sa voiture au garage le lendemain, le garagiste lui a dit que le système d'allumage était HS. En théorie, il était impossible qu'il ait pu redémarrer pour rentrer chez lui. Hier et aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose de complètement étrange, et je n'arrive pas à trouver une explication logique. Hier, j'étais sorti avec des amis, ce qui n'avait pas vraiment plu à ma femme, puisqu'on était censé aller acheter des meubles pour la maison. Pendant la soirée, je reçois un message de sa part. C'était une photo d'une table. Je l'ai tout de suite reconnue, je l'avais déjà vue dans un magasin quelques jours auparavant. Je me suis dit qu'elle avait fini par aller faire du repérage sans moi. Alors je lui ai répondu un truc du genre « Elle est pas mal ». Presque aussitôt elle m'écrit « De quoi tu parles ?» Je remonte dans la conversation pour lui montrer le message, et il n'y a rien. Plus aucune trace de la photo. J'ai vérifié plusieurs fois, aucun message de sa part, aucun envoi de qui que ce soit. Pourtant je sais ce que j'ai vu, cette table, son angle de prise de vue, même la lumière sur le bois. Mais selon elle, elle n'avait rien envoyé et elle était restée à la maison toute la soirée. Aujourd'hui, je suis au travail, et cette fois c'est réel, elle est sortie faire les magasins. Au milieu de la journée, je reçois un message. Quand je l'ouvre, je reste bloqué. C'est exactement la même photo, la même table que celle que j'avais vue hier dans ma messagerie. Je ne sais pas si c'est un hasard fou, un bug incompréhensible ou une sorte de clin d'œil de l'univers. J'avais 16 ans et je devais passer la nuit chez les arrière-grands-parents de ma copine pour une réunion de famille. Évidemment, on ne nous autorisait pas à dormir dans la même maison, parce qu'il était clair que si on le faisait, on allait coucher ensemble. Elle dormait donc chez ses grands-parents, de l'autre côté de la rue, et moi on m'avait installé dans la maison d'en face. On m'a conduit à la chambre qui m'était réservée. C'était une chambre typique de personnes âgées, vieille moquette, mobilier démodé, matelas à ressort fatigué.
Pas de télé, pas de ventilateur, juste une pièce silencieuse. Et comme souvent dans ce genre de maison, il y avait une collection de poupées en porcelaine alignées sur une commode. Je n'avais jamais eu peur des poupées, mais là, quelque chose me mettait mal à l'aise. Le premier détail qui m'a frappé, c'est ce silence absolu, seulement brisé par un léger sifflement dans mes oreilles. La maison se trouvait dans un minuscule village texan, au milieu de nulle part. Pas de voiture, pas de bruits extérieurs. Rien, à part ce bourdonnement qui me donnait l'impression que le silence pesait sur moi. Puis mon regard s'est accroché à une poupée en particulier. Elle ne se distinguait en rien des autres, mais je ne pouvais plus la quitter des yeux. Petit à petit, je me suis avancé vers elle, le ventre noué par une angoisse croissante. J'ai tendu la main, comme attiré malgré moi. Quand mes doigts ont effleuré son visage glacé, le bourdonnement a explosé dans mes oreilles, exactement comme le sifflement qu'on entend après une grenade assourdissante dans les jeux vidéo. Et j'ai eu l'impression qu'on me frappait violemment dans l'estomac, au point de me couper le souffle. Je suis tombé en arrière sur le lit, terrifié, mais trop honteux pour aller expliquer à qui que ce soit qu'une poupée venait de me faire peur. C'était ma première rencontre avec sa famille, je ne voulais pas passer pour un idiot. Alors je me suis agrippé à un petit cochon en peluche que ma copine m'avait prêté parce qu'il sentait ses cheveux, et je me suis persuadé qu'il me protégerait. Je me suis finalement endormi, la lumière allumée. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Sans doute mes nerfs qui m'ont joué un sale tour. Mais près de 8 ans plus tard, je ressens encore ce frisson rien qu'en y repensant. Je n'arriverai jamais à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Je conduisais, mon frère était assis à côté de moi sur le siège passager. Il faisait sombre, nous rentrions tranquillement chez nous après avoir passé la soirée chez un ami. La route était presque déserte et j'étais déjà dans l'idée qu'on serait bientôt arrivé. Puis d'un coup, sans prévenir, elles étaient là. Des dizaines de silhouettes immobiles apparues dans les phares. 40 ou 50 cerfs, plantés en plein milieu de l'autoroute, comme s'ils avaient décidé de camper là. Mon cœur s'est emballé. J'ai senti la panique me submerger. À cette vitesse, je n'avais aucune chance de m'arrêter à temps. Dans ma tête, je voyais déjà l'inévitable, la voiture fonçant dans ce mur vivant. Et pourtant, au moment où tout aurait dû basculer, c'était comme si le temps s'était figé. La voiture roulait toujours, mais je ressentais chaque seconde au ralenti. Nous avons traversé ce troupeau compact sans qu'aucun animal ne bouge, pas un frémissement, pas un sursaut. Ils restaient debout, parfaitement immobiles, comme des statues alignées sur la chaussée. J'ai tourné la tête vers la fenêtre et j'ai croisé leur silhouette figée à quelques centimètres à peine. L'air autour de nous semblait lourd et irréel, et une étrange sensation glaciale m'a parcouru la nuque. Puis, comme si rien ne s'était passé, la route s'est vidée. Nous étions de l'autre côté, indemnes. Aucun bruit d'impact, aucune trace d'accident. Juste un silence troublant et nos respirations coupées. Je vivais encore chez mes parents tout en allant à la fac dans notre ville. Je suis l'aîné de 4 enfants, et ma sœur cadette avait 16 ans à l'époque. Un samedi soir, je rentrais chez moi. À moins d'1 kilomètre de la maison, je me retrouve arrêté à un feu rouge qui traverse l'autoroute. Ce feu était connu pour son attente interminable, mais avec une excellente visibilité dans toutes les directions. J'avais bu 2 bières plus tôt dans la journée, mais je n'étais absolument pas ivre. En temps normal, j'aurais attendu 2 minutes avant de passer au rouge s'il n'y avait personne. Mais ce soir-là, je suis resté planté là, comme hypnotisé. J'ai pensé à griller le feu plusieurs fois, mais je ne l'ai pas fait. Et juste au moment où il est passé au vert, j'ai entendu des sirènes. Je n'ai toujours pas bougé. J'ai regardé passer 2 voitures de police, un camion de pompiers et une ambulance. Ensuite, j'ai pris la route et je suis arrivé à la maison. Mon père et mon frère étaient encore debout, sûrement devant un match. J'ai demandé si ma sœur était rentrée. Non, elle était partie avec son petit ami et sa meilleure amie dans la ville voisine pour voir le copain de cette dernière. Alors j'ai dit, mets tes chaussures, papa, pars tout de suite en voiture. Il n'a rien demandé,
a juste hoché la tête, embarqué mon frère et roulé dans cette direction. Quelques minutes plus tard, ma sœur a appelé en pleurs depuis la maison de quelqu'un pour dire qu'il y avait eu un accident. Je lui ai répondu que papa était déjà en route. Sa meilleure amie avait été éjectée par le pare-brise et projetée contre un arbre. Elle a été héliportée et maintenue en vie juste assez longtemps pour que sa famille arrive. Le petit ami de ma sœur était inconscient, elle n'avait aucune idée de son état. Elle-même avait réussi à sortir de la voiture en rampant à travers les éclats de verre et avait atteint une ferme voisine. Les habitants, adorables, l'ont laissé téléphoner en pleine nuit. C'était un chauffard ivre qui les avait envoyés dans le décor. Pourtant, c'étaient juste des ados de terminale, sages et sans histoire. Grâce à mon père, ma sœur a échappé au trajet en ambulance, ses blessures étaient superficielles, et les secours avaient des cas bien plus graves à gérer. Mon père ne sait pas pourquoi il a obéi à ma demande sans réfléchir. Moi, je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, je n'ai pas grillé le feu comme d'habitude. Ma sœur, elle, n'aime toujours pas conduire sur les routes de campagne la nuit. Et pour être complètement honnête, ce genre de choses semblait déjà exister dans la famille. Des années auparavant, en Corée du Sud, mon père avait suivi une ambulance sans hésiter. Ma mère et moi étions dedans. J'étais bébé et j'avais attrapé un virus local. Ma fièvre avait grimpé à 41 degrés Celsius. Mon père revenait du terrain en jeep quand l'ambulance est passée en sens inverse. Il a fait demi-tour et l'a suivi instinctivement. Peut-être que ce genre d'intuition coule tout simplement dans nos veines. Je repense à un souvenir étrange qui m'est revenu d'un coup, et je préfère le raconter avant qu'il ne m'échappe à nouveau. Un jour, j'étais assis à côté de ma mère et je lisais un document, une simple feuille de papier avec du texte banal. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe sur une phrase qui n'avait absolument aucun sens. Tous les mots étaient bel et bien en anglais, je les reconnaissais parfaitement, mais assemblés ensemble ils formaient une sorte de charabia incompréhensible. Intrigué, j'ai relu la phrase plusieurs fois, 5 ou 6 d'affilée, en essayant de lui donner un sens. Rien à faire, c'était comme si quelqu'un avait aligné des mots au hasard. Finalement, j'ai décidé de la lire à voix haute pour demander l'avis de ma mère. Elle m'a écouté, a froncé les sourcils et m'a dit qu'elle ne comprenait pas non plus. Elle m'a tendu la main pour voir la feuille par elle-même. Je lui ai donné, certain qu'elle allait être aussi confuse que moi. Mais quand elle a lu le passage, son expression a changé. Elle m'a regardé comme si j'étais fou, comme si ce que j'avais décrit n'avait jamais existé. Je lui ai repris le papier pour vérifier. Et là, stupeur, la phrase n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais lu. Les mots étaient clairs, bien formés, cohérents. Aucun rapport avec le charabia que j'avais vu quelques instants plus tôt. C'était comme si le texte s'était transformé sous mes yeux, ou comme si je m'étais retrouvé, l'espace de quelques minutes, dans une réalité différente. Et avant que quelqu'un pense à de la dyslexie, je peux affirmer que ce n'est pas le cas. La lecture a toujours été mon point fort et je n'ai jamais eu de problème de compréhension. Ce que j'avais vu n'était pas une inversion de lettres ou une petite confusion, c'était une phrase totalement différente, une construction qui ne ressemblait en rien à ce qui était réellement écrit. J'étais dans le vestiaire et le casier juste à côté du mien, tous les deux fermés avec des cadenas Master Lock, s'est ouvert avec exactement la même combinaison que le mien. Au début, j'ai ouvert ce casier qui n'était pas le mien et j'ai paniqué, parce qu'il était vide et j'ai cru que toutes mes affaires, y compris mon téléphone, mon portefeuille et mes vêtements, avaient été volés. J'allais prévenir l'accueil quand j'ai eu cette intuition soudaine d'essayer ma combinaison sur le cadenas du casier juste à côté, celui que je croyais être le mien. Et là, surprise, c'était bien le mien. J'ai refermé l'autre cadenas en me disant que si personne ne réclamait ce casier dans les semaines à venir, je garderais le cadenas. Après tout, ce serait pratique d'avoir 2 cadenas qui s'ouvrent avec la même combinaison. Personne n'y a touché, alors je l'ai pris. Mais comme si la matrice avait voulu corriger ce bug, 2 semaines plus tard, un type a cru que mon casier était le sien, a demandé à l'accueil de couper mon cadenas, puis s'est rendu compte que ce n'était pas son casier.
Il a laissé une note d'excuse avec 5 $ pour que je m'achète un nouveau cadenas, qui était d'ailleurs plutôt costaud. Faut savoir que chaque cadenas Master Lock a une combinaison de 3 chiffres, et que le cadran comporte 40 numéros au total. Que 2 cadenas aient la même combinaison et soient placés côte à côte est une probabilité astronomiquement faible. Le plus fou, c'est que les codes-barres gravés sur les cadenas n'étaient séparés que d'un seul chiffre. Une nuit, quand j'étais au lycée, j'ai fait un rêve assez particulier. Ce n'était pas le genre de rêve classique où l'on se retrouve devant une copie sans avoir révisé, non, cette fois j'étais déjà en train de recevoir ma note. J'avais eu 95% et je voyais clairement la première réponse barrée avec la correction écrite par la main de l'enseignante. Ce qui m'avait le plus troublé, c'était que je n'avais aucune idée de la matière de ce test. Nous n'avions encore rien étudié qui ressemblait à ça. Le lendemain, en cours, la prof nous annonce que nous allons entamer une nouvelle unité. Je reconnais certains éléments du rêve dans les exercices, mais je n'y prête pas vraiment attention. 2 ou 3 semaines plus tard arrive l'évaluation sur ce même chapitre. J'ouvre le sujet et je reste bouche bée, le premier problème est exactement le même que dans mon rêve, jusqu'au chiffre derrière la virgule. Je passe le test en repensant à cette scène nocturne. Une fois terminé, je demande à la prof quand elle avait rédigé cette interrogation. Elle me répond qu'elle ne s'en souvenait pas précisément, mais que c'était à peu près la même nuit que celle de mon rêve. Et le plus fou, c'est que le lundi suivant je reçois ma copie. Note parfaite. 100%. Comme si ce rêve m'avait offert une chance unique de tricher sur le futur. Il y a environ 7 ou 8 ans, j'étais à une cérémonie d'illumination d'arbres de Noël avec ma famille. À côté, il y avait une exposition de cartes géantes réalisées par des enfants d'école. Pour éclairer le tout avant le début officiel de l'illumination, plusieurs générateurs alimentaient des projecteurs de près de 4 mètres de haut, disposés un peu partout dans le champ. Avec mes frères et sœurs, on jouait dans les ombres quand on a remarqué quelque chose de complètement dingue. Sous un projecteur précis, ma tête ne projetait pas d'ombre. Pas un cas de « Ah, il y a une autre lumière qui l'efface », ni d'angle parfait, ni d'inattention. Non, il n'y avait tout simplement pas de tête dans mon ombre. On a rigolé, et j'ai mis mes mains de chaque côté de ma tête pour faire une grimace. Mes frères et sœurs ont cessé de rire et se sont figés, fixant mon ombre. En baissant les yeux, j'ai vu que mes mains projetaient bien une ombre. J'ai bougé une main devant mon visage, l'ombre de la main était là, mais toujours pas celle de ma tête. Je l'ai déplacée derrière ma tête, toujours visible. J'ai même emprunté la casquette de mon frère, je l'ai mise, et la casquette projetait son ombre parfaitement, mais pas ma tête. J'ai appelé mes parents pour leur montrer, mais ils ont pensé qu'on leur jouait un tour et ont refusé de regarder assez longtemps pour remarquer quoi que ce soit. Aucune autre lumière n'avait cet effet. En partant, je suis retourné vérifier une dernière fois, mon ombre de tête est réapparue, comme si de rien n'était, au bout de quelques secondes. Aujourd'hui, mes frères et sœurs n'en ont plus aucun souvenir, mes parents n'ont jamais vraiment vu ce qu'on voyait, et moi je reste avec cette question lancinante. Qu'est-ce que c'était, bordel ? Quand j'étais dans mon dernier groupe, il y a quelques années, on répétait 1 à 2 fois par semaine. Comme notre chanteur vivait dans une maison isolée au milieu des bois, nos sessions finissaient souvent très tard dans la nuit. Un soir, après une répétition, on se retrouvait dehors près de la voiture de mon guitariste. On traînait un peu, discutant de tout et de rien, et comme souvent le sujet avait glissé vers les histoires étranges. Fantômes, ovnis, expériences bizarres, on adorait se faire peur en se racontant ce genre de trucs. Ça faisait bien une demi-heure qu'on parlait quand un énorme touac a résonné contre le pare-brise de la voiture, à une dizaine de mètres de nous. Ceux qui faisaient face à la voiture ont juré avoir vu une silhouette filer du coin de l'œil. On a tous sursauté et le silence est tombé immédiatement. Mon guitariste s'est approché lentement de son véhicule, presque à reculons. Quand il a tendu la main vers le pare-brise, son visage s'est figé dans une expression de pure terreur. Son essuie-glace côté passager pendait complètement,
détaché de la lame et posé de travers comme s'il avait été arraché par une main invisible. Le problème, c'est que pour retirer un balai d'essuie-glace, il faut soulever le bras métallique et forcer le mécanisme d'attache avant de tirer pour l'enlever. C'est quelque chose qui demande un geste volontaire et un minimum de temps. Et pourtant, tout ça s'était produit tout seul, en 2 secondes à peine, juste sous nos yeux. À ce moment-là, plus d'un d'entre nous a lâché un « Ok, je me casse d'ici ». L'ambiance avait changé, l'air semblait lourd et chacun sentait ce froid particulier qui remonte le long de la colonne vertébrale quand quelque chose échappe à toute logique. C'est une longue histoire, mais il vaut mieux donner un peu de contexte. Je suis né en Écosse au début ou au milieu des années 90. Si tu as vu Trainspotting, tu sais à peu près quelle attitude régnait vis-à-vis de la drogue et de l'alcool avant, et comment la société et le gouvernement ont réagi après la sortie du film. Beaucoup de nouvelles politiques ont été mises en place, restrictions sur l'alcool, durcissement de l'accès aux drogues et développement de programmes comme la méthadone pour contrer l'héroïne. Résultat, l'héroïne et d'autres drogues sont devenues très surveillées, et les taxes sur l'alcool ont fortement augmenté. Des gens sans quasiment aucune connaissance en chimie cuisinaient ces substances chez eux, avec des recettes trouvées sur Internet, et ça se vendait comme des petits pains. Pas forcément à l'échelle nationale, mais largement assez pour que j'en croise sans arrêt au lycée et au début de la fac. Mes amis et moi, on s'est engouffrés dans cette nouvelle ère de « drogue légale révolutionnaire ». Personne n'y connaissait rien. Dès qu'une molécule était interdite, elle était modifiée légèrement par un isomère et redevenait légale, grâce à une faille dans la loi. Ça a duré 3 ou 4 ans. Puis la mode a commencé à s'essouffler, mais on en avait tellement pris entre-temps que ça nous avait déjà bien abîmés. Moi, j'ai arrêté après avoir vu un type mourir dans un centre commercial après avoir avalé un sachet de ses produits. Mais certains ont continué. Et leur état aujourd'hui est bien pire que s'ils avaient pris des drogues illégales classiques. Actuellement, 6 amis sur 10 sont des épaves mentales. Hallucinations légères régulières, moments de bug comme si leur cerveau chargeait une page, trou noir entier de leur vie, crise d'angoisse juste à l'idée de rester assis avec des gens, capacité d'attention minuscule, et parfois des phases de psychose totale. Une fille en particulier m'a raconté un épisode où elle est restée 4 minutes devant un distributeur automatique à essayer de se souvenir de son code. Elle a fini par abandonner, s'est assise, la tête dans les mains, avec seulement un bruit blanc qui résonnait dans sa tête. Rien n'est plus terrifiant que de vivre ces moments de cassure mentale en permanence, comme des « bugs » intégrés dans ton esprit au quotidien. Il y a une semaine entière de ma vie dont je n'ai absolument aucun souvenir, alors que logiquement je devrais m'en rappeler. Quand j'avais entre 12 et 15 ans, je souffrais de saignements de nez chroniques. Pas de petites gouttes, mais de véritables torrents de sang qui ruinaient mes vêtements et me laissaient étourdi. Mon médecin m'avait expliqué que j'avais un vaisseau sanguin superficiel dans la narine gauche, placé très près de la surface. À chaque fois que l'intérieur de mon nez s'asséchait un peu, ce vaisseau éclatait et c'était l'hémorragie. Le problème avait pourtant une solution assez simple. Il suffisait de cautériser l'intérieur de la narine pour sceller le vaisseau. Depuis que ça a été fait, je n'ai quasiment plus jamais eu ce genre de saignement. Mais ce qui m'intrigue, c'est que je n'ai aucun souvenir de cette opération. Je me rappelle très clairement d'autres rendez-vous médicaux, d'autres visites à l'hôpital, même des petits détails insignifiants comme les odeurs, les couleurs des salles d'attente ou les paroles de ma mère. Mais de cette intervention précise, rien. Pas la préparation, pas le trajet en voiture, pas l'annonce que ça allait se faire. Le vide total. La seule explication que je trouve, c'est que le produit utilisé pour m'endormir ou pour m'engourdir ait effacé une partie de ma mémoire. Comme si mon cerveau avait rangé cette semaine dans une boîte inaccessible. Peut-être est-ce un effet secondaire normal, ou peut-être que la combinaison du stress, de l'anesthésie et de l'âge a brouillé les souvenirs. Ce qui me trouble, c'est que cette absence ne ressemble pas à un simple oubli. C'est comme un trou noir dans ma mémoire, une portion entière de ma vie effacée. Et parfois je me demande si, au-delà de l'explication médicale, il n'y a pas quelque chose de plus étrange derrière ce genre de disparition de souvenirs.
Je rentrais chez moi après avoir passé la soirée avec des amis à jouer de la musique. Non, il n'y avait ni alcool ni drogue impliquée. Vers 1h du matin, je décide de prendre la route, environ 1 heure de trajet. J'ai suivi mon itinéraire habituel, mais je me suis retrouvé derrière un camion. Au lieu de le dépasser sur l'autoroute, quelque chose m'a dit de simplement suivre ses feux arrière. Et là, ça devient étrange. J'ai eu l'impression d'être soulevé hors de ma voiture par une main géante, de la taille de la Statue de la Liberté. Elle m'a levé haut dans le ciel, m'a secoué comme un chiffon mouillé, puis m'a reposé doucement dans mon véhicule. C'était très bizarre. J'ai eu l'impression que tout s'était passé très vite, et soudain j'étais de nouveau en train de conduire normalement. Je voyais toujours les feux arrière du camion devant moi, mais cette fois il a allumé son clignotant gauche. C'est à ce moment-là que j'ai repris mes repères et compris que ma route se trouvait justement à gauche, là où le camion signalait. Finalement, le camion a éteint son clignotant et a continué tout droit. Moi, j'ai tourné sur ma route et je suis arrivé dans mon allée, à seulement quelques centaines de mètres de là. Le plus étrange, c'est qu'il y a beaucoup de petites routes secondaires dans ce coin, sur lesquelles les semi-remorques ne passent jamais. Pourtant, j'étais arrivé chez moi, sain et sauf, sans aucun souvenir des 45 minutes de trajet manquantes. Ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est cette pensée qui m'a traversé l'esprit, suis simplement ses feux arrière. Une nuit d'été, j'avais emmené un rendez-vous au lac pour une baignade tardive. L'air était chaud, l'eau tiède, et on flottait tranquillement en parlant de tout et de rien. Rien ne laissait présager que ce moment allait se transformer en souvenir gravé dans ma mémoire. Alors que je regardais le ciel, j'ai vu apparaître une lueur étrange. Une aura bleu vif, qui n'avait rien d'une étoile filante. Elle a traversé le ciel à ma gauche, immense, presque organique dans sa forme, comme une masse lumineuse au contour flou. Puis, d'un coup, cette traînée bleue a viré au violet avant de se contracter sur elle-même, comme si elle implosait dans le vide. Pas de bruit, pas de flash violent, juste cette impression irréelle que le ciel s'était ouvert un instant pour laisser passer quelque chose. Ma partenaire, elle, ne voyait que moi. Elle n'a rien aperçu du phénomène, mais elle a remarqué la panique sur mon visage, l'éclat dans mes yeux et ma réaction soudaine. Elle a demandé ce qui se passait, et je n'ai su que balbutier quelques mots, incapable d'expliquer ce que je venais de voir. Les jours suivants, je me suis mis à chercher frénétiquement. J'ai fouillé les journaux locaux, les forums, les sites d'astronomie. Rien. Pas un seul témoignage, aucune note d'observation, pas même une mention isolée. Comme si cet instant n'avait existé que pour moi. Avec le temps, la peur s'est atténuée, mais ce qui reste gravé, c'est la beauté brute de ses couleurs. Ce bleu irréel, ce violet incandescent, des teintes que je n'ai jamais revues ni dans la nature, ni dans le ciel, ni même dans aucun écran. C'était à la fois terrifiant et magnifique, une vision qui semblait appartenir à un autre monde. Un été pendant mes années de fac, j'ai passé la journée avec mon frère et mes cousins à la piscine municipale. Après, j'ai déposé mes cousins chez eux. Mes grands-parents, chez qui je vivais, étaient justement là-bas en train de rendre visite à mon oncle et ma tante. Avec mon frère, on a dit qu'on rentrait vite se préparer et qu'on reviendrait, parce qu'on sortait tous ensemble ce soir-là avec mes cousins et quelques amis. Mes grands-parents nous ont dit qu'ils rentreraient bientôt. Donc on rentre à la maison. Mon frère était là pour l'été et sa chambre partageait une salle de bain avec la mienne, au sous-sol. Il s'est vite préparé, alors que je m'apprêtais à prendre mon tour, on a entendu les chiens aboyer à l'étage, signe que mes grands-parents rentraient. On a tous les deux entendu la porte du garage s'ouvrir et se fermer. Puis on a entendu des voix et des pas. Mon frère a dit qu'il montait passer un moment avec eux pendant que je me douchais. Mais à peine avais-je commencé à me préparer qu'il est revenu frapper frénétiquement à la porte de la salle de bain. Il m'a assuré qu'il n'y avait personne en haut. Les chiens étaient surexcités, mais pas de grands-parents, pas de voiture dans le garage. Impossible. On avait clairement entendu la porte, les voix et les pas. Pendant qu'on essayait de comprendre, tout s'est reproduit, les chiens ont aboyé, la porte, les voix, les pas. Alors, cette fois,
on est montés tous les deux et là, nos grands-parents étaient bien rentrés. C'est l'une des expériences les plus étranges que j'ai jamais vécues. Quand j'avais 4 ou 5 ans, il y avait un couple âgé qui vivait dans un parc de mobil-homes réservé aux retraités, juste derrière la maison de ma grand-mère. Mes oncles, encore adolescents à l'époque, allaient souvent leur rendre service en échange de quelques dollars ou simplement pour donner un coup de main. J'aimais bien les accompagner, et j'avais rencontré ce couple plusieurs fois. Je me souviens particulièrement du mari parce qu'il utilisait une de ces boîtes qu'on pose contre la gorge pour pouvoir parler. Sa voix métallique et robotique me fascinait et me faisait un peu peur en même temps. Un jour, j'ai suivi mes oncles comme d'habitude. Je suis resté debout dans l'entrée de leur caravane, et depuis la porte, je voyais le couloir qui menait jusqu'à la salle de bain. C'est alors que j'ai aperçu le vieil homme. Il se tenait devant le miroir en train de se raser. J'étais persuadé de ce que je voyais, je le reconnaissais parfaitement avec sa posture et ses gestes précis. À ce moment-là, la femme est venue nous parler. Elle a fait remarquer que son mari n'était pas là, et moi, sans réfléchir, j'ai dit que je le voyais justement dans la salle de bain. Elle m'a regardé avec un air grave et m'a répondu doucement que son mari était décédé récemment. J'ai tourné de nouveau la tête vers le couloir, et la salle de bain était vide. Cela m'est arrivé pendant une courte période et je ne me souviens que de 2 événements en détail, mais c'est allé jusqu'au point où j'ai commencé à remettre en question ma consommation de drogue, plutôt modérée. J'entendais les pensées des gens. Je sais que ça paraît absurde, mais c'est arrivé, seulement pendant 1 mois ou 2. C'était aléatoire et presque jamais sur quelque chose d'important. J'ai une mauvaise mémoire en général, donc je n'ai gardé en tête que ces 2 moments assez clairement pour les raconter. Le premier s'est passé avec une ex-petite amie, lors d'une fête en plein air. Nous nous entendions bien, mais pas si bien que ça. Je sentais déjà que c'était la fin. Je me souviens distinctement de l'avoir entendu dire « ça ne marche pas entre nous ». Elle ne me regardait pas et n'était même pas assise près de moi, mais la phrase m'avait été adressée « si tu vois ce que je veux dire ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là et elle m'a répondu qu'elle n'avait rien dit. C'était ma toute première expérience de lecture de pensée. J'ai trouvé toutes sortes d'explications possibles. J'avais mal entendu, je l'avais imaginé, elle l'avait peut-être dit à voix haute sans s'en rendre compte. Je n'y ai pas trop prêté attention. 1 semaine plus tard, elle m'a quitté. Après ça, c'est revenu, presque tous les jours. L'autre souvenir clair que j'ai concerne une soirée où je travaillais dans un pub. J'étais en service depuis 1 heure, donc aucune boisson ni drogue avant, et un homme est entré pour boire 1 ou 2 verres. C'était un inconnu, seul, en voyage d'affaires, un soir de semaine. Il ne buvait pas exagérément. J'étais en train de nettoyer le comptoir et j'ai entendu distinctement « je crois que je vais reprendre une pinte ». Dit de façon nonchalante, pas du tout dirigé vers moi. Alors je me retourne et je lui dis « la même chose encore ?» Il me regarde, surpris, et dit « c'est étrange, je pensais justement à en commander une autre, mais je n'avais encore rien demandé. » Ça peut sembler insignifiant pour ceux qui lisent, mais pour moi, à l'époque, c'était vraiment troublant. Puis ça s'est arrêté. 20 ans plus tard, ça ne m'est jamais arrivé de nouveau. J'en ai encore des frissons rien qu'en y repensant. J'avais environ 10 ans, c'était un dimanche après-midi tranquille, comme souvent dans ma famille. Le dimanche, on prenait le temps de se reposer, de dormir un peu plus, de laisser la maison respirer dans un silence paisible. J'étais dans ma chambre, assis à mon bureau, en train d'écrire dans mon journal. À un moment, j'ai levé les yeux, et là, j'ai vu la tête de ma mère dépasser de l'encadrement de la porte. Pas son corps, juste sa tête qui se penchait à l'horizontale, complètement de travers, presque perpendiculaire au cadre. Son cou semblait plus long que d'habitude, les muscles tendus comme s'il forçait pour soutenir cette position impossible. Son visage, lui, n'était pas tout à fait le sien. Il avait l'air étiré, légèrement déformé, avec des yeux qui paraissaient trop grands et une bouche trop allongée. L'expression globale donnait quelque chose de faux,
presque comme un masque vivant. J'ai baissé les yeux une seconde pour lui montrer ce que j'étais en train de dessiner dans mon cahier. J'ai dit à voix haute, « Regarde. » J'ai fait. Mais quand j'ai relevé la tête, la porte était vide. Plus personne. Pris de panique, j'ai quitté ma chambre en courant et traversé le couloir. Ma mère était là, affalée sur le canapé du salon, endormie profondément comme si elle n'avait pas bougé depuis des heures. Quand j'étais jeune, une femme vivait à côté de chez ma grand-mère avec son mari. Elle s'appelait Pam, elle avait entre 50 et 60 ans, et elle était vétérinaire. Ils ont fini par divorcer et elle a décidé de partir à la retraite en Australie, tandis que son mari est resté dans la maison, car leur fille faisait ses études à l'université là-bas. J'allais souvent chez elle. Elle aimait toujours me parler de mon ami imaginaire, Martin, que j'avais inventé après la naissance de ma sœur, quand j'avais 2 ans. Elle semblait vraiment s'y intéresser et aimait m'entendre en parler. Après son départ, quand j'avais 6 ans, Martin a peu à peu disparu de ma vie. Mais environ 7 ans plus tard, en 4e, j'ai fait un rêve soudain et complètement inattendu à son sujet. Je n'avais pas pensé consciemment à lui depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Le lendemain, ma grand-mère a appelé ma mère pour lui dire que Pam revenait d'Australie pour l'enterrement de son ex-mari, avec sa fille, puisque c'était son père. Ma mère a bien sûr accepté l'invitation pour y assister. La cérémonie a été très émouvante et après, nous sommes retournés à la maison pour un repas. J'ai pu revoir Pam et passer du temps avec elle. À un moment, elle m'a demandé si j'avais un instant, car elle voulait me montrer quelque chose. Elle a sorti un vieil album photo d'un placard de la maison et l'a ouvert sur des photos d'un garçon qui ressemblait exactement à Martin. Elle m'a dit qu'il s'appelait Martin. Il y avait des photos de lui à l'école avec son nom imprimé en dessous et tout le reste. Elle en a montré d'autres, jusqu'à ses années d'université, la dernière étant une photo de remise de diplôme où il souriait de toutes ses dents. Il s'avère qu'il s'était suicidé exactement une semaine avant ma naissance. Il avait obtenu son diplôme mais souffrait d'une dépression sévère, qu'il cachait. Après sa mort, son mariage s'est effondré et sa fille est partie à l'université en Australie. Elle m'a confié qu'elle avait fini par détester cette maison parce qu'elle y voyait sans cesse sa chambre et ses photos, ce qu'elle ne supportait plus, et que cela l'avait toujours étonné que mon ami imaginaire ressemble tant à son fils. Je n'avais aucune idée de son existence jusqu'à ce jour-là, et pourtant j'avais inventé un personnage identique à lui, physiquement et, d'après l'intérêt de sa mère, probablement aussi par son caractère. Je suis toujours en contact avec elle, même si elle approche maintenant des 70 ans. Je vais parfois lui rendre visite quand elle revient ici. C'est une femme formidable. Quand j'étais plus jeune, j'étais complètement passionné par la méditation. J'y consacrais des heures et mes sens étaient devenus si aiguisés que j'avais l'impression de percevoir chaque chose autour de moi sans avoir besoin de mes yeux. C'était comme si tout touchait ma peau, comme si le moindre objet, la moindre présence, projetait une énergie qui me guidait. Je pouvais faire des choses qui semblaient impossibles. On me lançait des objets les yeux bandés et je les évitais sans mal, parce que je les sentais arriver. Je ne les voyais pas, je les ressentais, comme si l'air lui-même me prévenait. Parfois, j'avais des éclairs de lucidité, de petites visions d'événements quelques secondes avant qu'ils ne se produisent, un étrange déjà-vu mais vécu consciemment. Si je me tenais près d'un mur, je pouvais sentir la pression invisible qu'il exerçait, comme si une bulle d'énergie me signalait sa présence. C'était à la fois fascinant et incroyablement naturel. Avec le temps, j'ai délaissé la méditation. La vie m'a rattrapé, le travail, les responsabilités, les 40 à 50 heures par semaine qui te happent et t'épuisent. J'ai cessé de pratiquer, et ce monde sensoriel unique s'est estompé. Mais j'espère qu'un jour, quand je pourrai enfin souffler, je retrouverai cet état, cette sensation d'être en parfaite harmonie avec tout ce qui m'entoure. Je me souviens aussi des expériences plus profondes, des sorties hors du corps, des instants où je me sentais flotter entre deux réalités. C'était beau et perturbant à la fois. Le revers, c'était mon empathie exacerbée. Je ressentais les intentions et les émotions des autres comme si elles étaient les miennes. Trop souvent,
ce qui m'atteignait, c'était la peur, la colère ou la malveillance. Ça pouvait être écrasant, épuisant même. Mais parfois, une personne rayonnait autre chose, de la bonté, de la sincérité, de l'amour. Ces êtres-là, je m'en approchais instinctivement, je les gardais près de moi. Sans surprise, je retrouvais cette énergie chaleureuse surtout chez les médecins, les infirmières, ceux qui passaient leur vie à soigner et aider. C'était une époque étrange et incroyable, où je me sentais à la fois vulnérable et puissant, terrifié par ce que je captais mais émerveillé de tout ce que je pouvais ressentir. Mon père a perdu l'usage de ses jambes peu après sa retraite, alors qu'il avait un peu plus de 70 ans. Les 12 années suivantes, il les a passées entre opérations du dos, séjours de convalescence et retour à la maison qui ne duraient que quelques mois avant la prochaine intervention. Il vivait sur la côte est. De son côté, son frère avait développé un cancer tardif, dû à une vie entière de tabagisme, et avait fini par s'installer sur la côte ouest. Les deux frères n'ont jamais eu l'occasion de se revoir. Mon père est mort soudainement d'un anévrisme. Ce qui est ironique, c'est que toutes les privations qu'il s'était imposées pour protéger sa santé n'avaient aucun rapport avec la cause de sa mort. Leçon à retenir, profiter de la vie, avec modération. Mes cousins ont décidé de ne pas dire à mon oncle que son frère était décédé, car lui-même traversait une très mauvaise passe. Ils voulaient attendre qu'il aille un peu mieux pour lui annoncer. Mais, dans la semaine qui a suivi la mort de mon père, mon oncle s'est mis à raconter à tout le monde que le fils de son frère, moi ou mon frère, était venu lui rendre visite. Il disait que le visiteur restait dans l'embrasure de la porte, sans jamais entrer, comme s'il attendait quelque chose. Mes cousins m'ont aussitôt appelé pour me demander si j'étais venu sur la côte ouest. Mais non, nous étions occupés à enterrer mon père. Une semaine plus tard, mon oncle est mort à son tour. Mon cousin en est persuadé, ce n'était pas nous, mais une version plus jeune de mon père qui se tenait dans l'embrasure de la porte, venu chercher son frère pour l'accompagner de l'autre côté. Ce n'est peut-être pas un « bug dans la matrice », mais c'est une belle histoire, et je la raconte chaque fois que je le peux. Cela s'est passé récemment. Ma femme et moi avions décidé de partir pour un court voyage dans le désert du Nevada afin d'explorer les anciennes villes minières et de nous éloigner un peu de l'agitation de la baie de San Francisco. Nous étions déjà sur la route depuis environ 5 heures, traversant les hauts plateaux arides du Nevada, roulant assez vite car la route était totalement déserte et nous devions absolument rejoindre l'hôtel avant 10 heures du soir. La nuit était tombée depuis un bon moment et l'obscurité qui nous entourait était totale. Il n'y avait aucun lampadaire, aucun signe de civilisation, et la seule façon de deviner l'approche d'un autre véhicule était la lueur de ses phares, mais il faut dire qu'il n'y en avait presque pas. Alors que nous franchissions une série de petites collines ondulées, nous avons remarqué au loin une lumière isolée, comme un point brillant planté au milieu de la route, à environ 1 mile devant nous. Ma première pensée fut qu'il s'agissait probablement d'une moto ou peut-être d'une voiture qui roulait avec un seul phare en état de marche. En avançant, la lumière s'est transformée sous nos yeux. Sa forme changeait subtilement et sa couleur également. Ce qui ressemblait d'abord à un simple faisceau de phare est devenu une sorte d'ovale lumineux aux teintes étranges, oscillant entre un jaune pâle et un bleu légèrement métallique. La lueur est alors devenue très intense, presque aveuglante, comme si elle emplissait l'air autour de nous, puis elle a disparu d'un seul coup, exactement au moment où nous nous approchions de l'endroit où elle se trouvait. Ma femme et moi avons supposé que le véhicule ou la personne qui émettait cette lumière avait dû emprunter une petite route secondaire reliant la nôtre. Mais lorsque nous avons atteint ce point précis, il n'y avait rien. Absolument rien. Pas de carrefour, pas d'allée, pas de chemin de terre, rien d'autre que le ruban de goudron et les étendues désertiques qui s'étendaient de part et d'autre jusqu'à l'horizon. Le silence du désert rendait la scène encore plus étrange, presque irréelle. Il faut que je raconte quelque chose d'assez long, alors merci de me suivre. J'avais entendu parler d'un gourou de yoga nouvelle génération. Des collègues m'en disaient énormément de bien, alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'ai donc suivi le cours. Quelques mois plus tard, après la période minimum, j'ai même suivi le cours avancé.
Jusque-là, tout allait bien. Parmi les conditions de pratique, il y en avait une qui m'avait marqué, il ne fallait surtout pas pratiquer au milieu de la nuit. Quand on demandait pourquoi, on répondait que cette période était réservée aux yogis accomplis, aux renonçants, et non aux gens ordinaires. Mais j'étais étudiant, et comme tout étudiant, c'est la nuit que je faisais la plupart de mes activités. Alors je me suis dit, peu importe. J'ai pratiqué vers 2 ou 3 heures du matin, tous les jours, pendant environ 6 mois. Les effets étaient bons, sommeil plus court mais plus réparateur, meilleure mémoire, plus d'énergie. Tout semblait positif. Jusqu'à ce soir-là. C'était il y a 2 ans, au bout d'environ 6 mois de pratique nocturne. Je précise qu'à l'époque j'étais vierge et très timide avec les filles. Ce soir-là, en pleine séance, j'ai eu l'impression de voler, ou d'être incroyablement léger. J'avais chaud alors qu'il faisait froid dans ma chambre. Et surtout, j'ai eu cette sensation très claire, quelqu'un était assis juste à côté de moi. Je sentais le matelas s'enfoncer. Pris de panique, j'ai ouvert les yeux. La pièce était sombre, mais un peu de lumière venait du couloir. Et là, je l'ai vu. Une créature entièrement noire, couverte de poils, avec des yeux légèrement rouges, était assise à côté de moi et me fixait. J'ai cru distinguer une poitrine, comme si c'était une femme. J'étais paralysé par la peur. Elle s'est penchée vers moi, comme pour murmurer à mon oreille. À ce moment-là, j'ai bondi hors du lit et je me suis réfugié dans le couloir, tremblant. J'ai lavé mon visage à l'eau froide. Quand je suis revenu dans ma chambre, le lit portait 2 marques bien nettes, la mienne et une autre. Je l'ai touchée, elle était chaude, comme si quelqu'un venait vraiment de s'y asseoir. Finalement, épuisé, je me suis endormi. Le lendemain, quelque chose avait changé. En entrant en cours, j'ai eu comme une nouvelle capacité, je sentais quelle fille était intéressée par moi. À chaque fois qu'une me regardait, je ressentais une sorte de contraction près du cœur, comme la sensation d'une chute ou d'un atterrissage d'avion. Je me retournais vers l'endroit d'où venait ce signal, et je la voyais détourner les yeux. En tout, j'ai compté plus d'une quinzaine de filles. Même une dont je n'aurais jamais imaginé qu'elle pouvait me plaire. Cette capacité a duré 1 jour et demi. Mais elle était exacte, chaque fois, mon intuition était confirmée. C'était comme dans le film de Mel Gibson où il entend les pensées des femmes. Dans les 6 mois qui ont suivi, même si le don avait disparu, je me souvenais de celles qui avaient été attirées par moi. Résultat, j'ai eu des relations avec 5 d'entre elles. J'étais métamorphosé, bien plus sûr de moi, et ma timidité avec les femmes avait disparu. Plus tard, en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'il existerait un esprit protecteur des femmes, décrit comme une femme nue couverte de poils, chargée de les défendre contre les esprits maléfiques. Je pense que c'est elle qui m'est apparue cette nuit-là. Peut-être qu'en étant si proche, j'ai momentanément acquis cette capacité de ressentir ce que les femmes pensaient de moi. Depuis, je n'ai pas réussi à revivre la même chose. Je n'en ai jamais parlé, pas même au gourou qui m'avait enseigné la méthode. Peut-être qu'un jour je retournerai le voir pour lui demander ce que c'était, et s'il est possible d'aller encore plus loin que ce simple don d'intuition. Quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé quelque chose de vraiment étrange. Je me levais pour aller à la salle de bain, et en sortant de ma chambre, j'avais sur ma droite la table de la salle à manger, et sur ma gauche, un peu plus loin, à une dizaine de pas, la porte de la salle de bain. Je fis ce que j'avais à faire et, en repartant vers ma chambre, mon regard fut attiré par une faible lueur. Elle provenait de la table de la salle à manger et ressemblait à la flamme tremblotante d'une bougie. Pourtant, je savais qu'il n'y avait aucune bougie sur cette table, rien qui puisse produire une lumière de ce genre. Je me suis avancé presque sans réfléchir, comme hypnotisé par cette lueur. Je savais pertinemment qu'elle n'était pas là quelques minutes auparavant, mais au lieu de ressentir de la peur, je n'éprouvais qu'une étrange fascination. Plus j'approchais, plus la lumière semblait réelle, douce mais mystérieuse, comme si elle m'invitait à tendre la main. Lorsque je me suis retrouvé à portée de la saisir, elle s'est éteinte d'un coup, comme si elle n'avait jamais existé.
C'est à ce moment-là que la peur m'a envahi et je me suis mis à courir à toute vitesse jusque dans la chambre de ma mère, en criant sans même savoir pourquoi. Toute ma vie, ma mère, moi, et quelques autres dans notre famille ou notre tribu avons fait des rêves qui se réalisent. Souvent, ces rêves mettent en scène d'autres personnes ou des personnages composites qui semblent jouer un rôle et révéler des choses que nous ne pouvions pas savoir. Voici l'un de ces épisodes. Quand je rêve de quelqu'un qui meurt ou qui est sur le point de mourir, je ne comprends pas toujours immédiatement de quoi il s'agit. Mais dans les jours qui suivent, je tombe malade. Rien de spécifique, une sorte de malaise diffus, des symptômes sans lien précis, comme si je traversais un mauvais rhume persistant. Cela dure quelques jours, le temps que le rêve se répète, et puis, quand la vérité éclate dans la vie réelle, mon corps retrouve aussitôt la normalité. En 2013, je travaillais de nuit et vivais dans un bel appartement. Un soir, j'ai ressenti ce que j'appelle la maladie. J'étais nerveux, je toussais, j'éternuais, j'avais des démangeaisons, un malaise général, comme quelqu'un en léger sevrage. En même temps, chaque nuit, je faisais le même rêve. Un homme sans visage venait me prendre par la main et m'emmenait dans les bois. Toute la semaine, il revenait. Il voulait me montrer quelque chose, mais j'étais terrifié et je refusais de le suivre. Puis arriva le vendredi. Je me suis réveillé en pleine forme, comme si on avait effacé ma maladie. Cette nuit-là, j'avais encore rêvé de l'homme, mais cette fois j'avais accepté de le suivre. Nous sommes retournés au même endroit familier dans les bois, et il m'a montré un tas de branchages avant de disparaître. J'ai fouillé, rien trouvé d'important, puis je me suis réveillé. Le soir, en arrivant au travail, les informations passaient à la télévision. On venait de découvrir un corps dans les bois, à 2 pas de mon immeuble. L'homme avait été tué et enterré à la hâte sous quelques branchages, à moins de 100 mètres de chez moi. Je ne te cache pas que ça m'a glacé. Mais ce genre d'événement n'est pas rare dans ma vie. Comme si mes rêves insistaient à me montrer ce que je ne devrais pas savoir. Un jour, je me trouvais en pleine discussion sur l'existence de Dieu. J'étais du côté des non-croyants et, jusque-là, je menais le débat avec mon habituel scepticisme. Puis le sujet du diable est venu sur la table, et c'est à cet instant précis que j'ai ressenti quelque chose d'absolument inexplicable. Une terreur brutale et soudaine s'est emparée de moi, une peur si intense qu'elle me paralysait presque, comme si mes entrailles s'étaient vidées d'un coup et que le sol s'était ouvert sous mes pieds. La meilleure comparaison que je puisse donner est celle d'un long couloir plongé dans le noir, que l'on traverse seul au milieu de la nuit, et soudain une créature lumineuse, monstrueuse, se tient devant vous pour vous bloquer le passage. C'est ce genre de terreur qui m'a frappé en une seconde, sans aucun signe avant-coureur. Mon amie, avec qui je débattais, a vu mon visage se transformer. Elle m'a dit plus tard que j'étais devenu livide, que mes traits s'étaient figés d'une façon presque méconnaissable, et que c'était effrayant de me regarder dans cet état. Sans réfléchir, nous avons bondi hors de la maison et couru jusqu'à sa voiture. Nous avons roulé près d'une demi-heure, jusqu'à chez ses parents, comme si nous essayions d'échapper à quelque chose d'invisible qui nous suivait. Je n'ai jamais eu d'antécédent de maladie mentale. Je ne suis pas du genre à céder à l'imagination ni aux croyances surnaturelles. D'ordinaire, je suis même celui qui coupe court aux conversations sur les ovnis, les fantômes ou les légendes étranges. Mais cette fois-là, il n'y avait rien à rationaliser, rien à démonter par un raisonnement logique. Quand j'étais ado, j'avais une petite mobilette. Pas chère, pratique, parfaite pour un étudiant. Une nuit, j'ai fait un rêve, je roulais sur une route sombre, seul mon phare avant éclairait le chemin. J'arrivais dans un virage, je commençais à pencher, et soudain, l'avant s'est enfoncé, un flash lumineux intense a éclaté et je me suis réveillé. Ce rêve ne m'avait pas semblé particulièrement marquant sur le moment, mais ce flash l'avait rendu mémorable. Le week-end suivant, je rentrais chez moi après une soirée chez des amis, après mes cours du soir. J'ai décidé de prendre une petite route pour éviter l'I 95. C'était un chemin que j'empruntais souvent, mais cette fois, les lampadaires étaient tous éteints.
Rien d'inhabituel, la ville avait souvent des problèmes d'éclairage public, donc je n'y ai pas pensé davantage. J'arrive dans un virage et commence à pencher. C'est alors que mon phare éclaire brusquement un nid de poule, trop tard pour l'éviter. Je serre les freins, me préparant au choc. Et c'est à ce moment-là qu'un énorme camion surgit du virage en sens inverse, ses phares se reflétant d'un coup sur ma montre Casio et m'aveuglant d'un flash aussi brutal qu'imprévisible. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Entre le trou, la lumière et la confusion totale, j'ai perdu le contrôle. J'ai glissé et suis passé juste à côté d'une de ses roues, au point de sentir le souffle d'air me tirer les cheveux quand il m'a dépassé. Je ne me suis rendu compte qu'après coup que c'était un camion. Sur le moment, tout ce que j'avais perçu, c'était un nid de poule et un flash de lumière. Je me suis relevé, j'ai vu ma mobilette dans l'herbe, et je me suis assis au bord de la route, complètement sonné. J'y suis resté une bonne demi-heure, incapable de bouger, le moteur encore allumé, la clé restée sur le contact. Après l'adrénaline et la prise de conscience que j'avais frôlé la mort, le souvenir du rêve m'est revenu d'un coup. Et là, j'ai eu le vertige. Je ne suis pas du genre à croire aux réalités parallèles ni aux visions de l'avenir, mais même aujourd'hui, quand j'y repense, ça me brouille l'esprit. Un après-midi, je m'étais offert une part de gâteau au citron recouverte de sucre. C'était moelleux, sucré juste comme il fallait, et je l'avais posé dans un petit bol sur mon bureau pour la déguster tranquillement en regardant des vidéos sur YouTube. J'ai savouré chaque bouchée, et une fois le gâteau terminé, je suis allé à la salle de bain. Quand je suis revenu quelques minutes plus tard, mon regard s'est posé sur le bol vide, sauf qu'il n'était plus vide. À l'intérieur se trouvait une autre part de gâteau, différente de la première. Celle-ci était brune, couverte de sucre et de cannelle. Le problème, c'est que nous n'avions jamais acheté un gâteau comme ça. Pendant quelques secondes, je suis resté planté devant, incapable de comprendre ce que je voyais. Finalement, la curiosité a pris le dessus et j'ai goûté. Le gâteau avait un goût de banane, parfumé et sucré, et il était franchement délicieux. Je suis resté perplexe tout l'après-midi, jusqu'à ce que ma mère rentre à la maison. Elle portait un sac rempli de pâtisseries achetées dans une boutique qui venait d'ouvrir près de son travail. Parmi les douceurs, il y avait précisément un gâteau à la banane recouvert de sucre et de cannelle. En l'entendant le dire, j'étais totalement bouleversé. Elle a remarqué mon air stupéfait et, en pensant que j'avais simplement très envie de ce dessert, elle a sorti le gâteau pour me le montrer. C'est là que j'ai vu qu'il manquait une part. Je lui ai demandé si elle en avait mangé une sur le chemin du retour, mais elle m'a assuré que non. Quand elle l'avait acheté, le gâteau était entier. Pourtant, devant nous, il manquait bel et bien une tranche, exactement comme celle que j'avais retrouvée dans mon bol une heure plus tôt. C'était fin février et je rentrais chez moi depuis la ville voisine. Il avait neigé une dizaine de centimètres quelques jours auparavant et, comme souvent, la fonte avait gelé de nouveau, laissant une couche de glace sur la route. J'étais sur une grande artère à 6 voies, séparée par un terre-plein central herbeux percé d'ouvertures permettant aux voitures de tourner vers les commerces le long de la route. Ce terre-plein n'était pas assez large pour qu'une voiture puisse s'y arrêter sans empiéter sur une voie. Donc, quand quelqu'un voulait tourner à gauche, il fallait que la circulation soit dégagée des deux côtés, sauf pour les chauffards. Justement, un type dans un gros SUV a fait exactement ça. Il s'est avancé et s'est arrêté en travers de ma voie, me bloquant. Pas de panique, j'avais de la marge, près de 500 mètres. J'ai appuyé sur les freins, et ma voiture s'est mise à glisser sur la glace. Impossible de changer de fil, une autre voiture roulait à côté de moi. J'ai tenté de freiner encore 2 fois, mais rien n'y faisait. Alors j'ai lâché le volant, prêt à encaisser l'impact et éviter l'airbag, sauf que le choc n'est jamais venu. D'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé de l'autre côté du SUV. J'ai rattrapé le volant à la hâte, mais l'arrière de ma voiture est parti en tête à queue. J'ai traversé les 3 voies en glissade et j'ai fini par m'arrêter, mon pare-choc arrière frottant contre le trottoir opposé. J'étais à l'envers, face au mauvais sens de la circulation.
Le type dans le SUV, lui, a filé comme si de rien n'était, probablement sans assurance. Moi, je me suis garé dans le parking d'où il venait, histoire de souffler et d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de comment je n'ai pas pulvérisé ma voiture ce jour-là. Je rentrais chez moi après un service de nuit dans un restaurant. J'avais choisi de passer par les petites routes, celles qui serpentent dans l'arrière-pays où l'obscurité est presque totale une fois la nuit tombée. J'avançais tranquillement sur une longue ligne droite, les phares de ma voiture ne révélant que l'asphalte devant moi et les silhouettes noires des arbres autour. Tout semblait calme et monotone, jusqu'au moment où un phénomène totalement inexplicable est survenu. Sans aucun avertissement, une sphère blanche et éclatante est apparue au milieu de la route. C'était comme un projecteur flottant dans l'air, une lumière si intense et pure que j'en ai eu le souffle coupé. J'ai eu la sensation que le temps lui-même s'était figé. Ma bouche est restée entr'ouverte, incapable d'émettre le moindre son, et une peur écrasante m'a envahi au point que mes yeux se sont embués de larmes. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une terreur primitive, celle qui prend à la gorge et qui vous donne l'impression que tout votre corps n'est plus qu'un poids mort. Je ne saurais dire combien de temps cette lumière est restée là. Pour moi, c'était comme une éternité, une suspension étrange où plus rien n'existait que moi et ce globe lumineux. Et puis, soudain, il a disparu. Pas comme une lampe qui s'éteint et laisse une faible rémanence, non. Cette lueur s'est volatilisée instantanément, dans une fraction de seconde, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai entendu par la suite des amis raconter des expériences similaires, vécues dans d'autres endroits et à d'autres moments. Aucun de nous n'a jamais pu expliquer ce que c'était. Nous avons plaisanté parfois en disant que, si quelqu'un s'amusait à nous piéger avec un vieux drone équipé d'une lumière, il avait réussi son coup à plusieurs reprises. Mais au fond, aucun de nous n'y croit vraiment. J'ai grandi dans l'Amérique rurale, et l'un de mes jouets préférés était un aimant à vache. C'est une sorte de grosse capsule métallique que les fermiers donnent aux bovins pour que les morceaux de métal qu'ils avalent restent coincés dessus dans leur estomac. Quand j'avais 9 ans, je jouais avec cet aimant sur un terrain de jeu. C'était l'un de ces bacs à sable avec château en bois, typique des années 90. En le passant au-dessus du sable ou en le faisant rouler, on pouvait voir les petits morceaux de fer s'y coller. À un moment, j'ai décidé de le lancer à travers l'aire de jeu, juste pour voir ce qu'il ramasserait en retombant. Je l'ai vu atterrir. Mais en allant le chercher, impossible de le retrouver. J'ai fouillé, cherché longtemps, puis, dépité, j'ai fini par abandonner. J'étais trop effrayé à l'idée d'avouer à ma mère que j'avais perdu mon jouet, alors je n'ai rien dit. Quelques mois plus tard, nous avons déménagé dans une autre ville. 3 ans plus tard, un soir, nous étions installés en famille devant la télévision. Le fauteuil inclinable de mon père faisait un bruit étrange, comme s'il frottait contre quelque chose. Il s'est penché dessous pour voir. En le balançant d'avant en arrière, un objet en est tombé. Mon aimant à vache. Nous n'étions pas éleveurs. Je n'en avais eu qu'un seul, offert par un fermier laitier. Il n'y avait aucun moyen que ce soit un autre. D'une manière ou d'une autre, cet aimant avait disparu du terrain de jeu de mon enfance pour réapparaître, des années plus tard, dans un fauteuil de notre nouvelle maison, à des kilomètres de là. Un soir, après avoir fini de traire les vaches chez mes grands-parents, mon cousin et moi étions sortis derrière la grange pour fumer une cigarette. L'air était frais, le calme régnait sur la ferme et seuls quelques grillons accompagnaient le silence de la campagne. C'est alors que nous avons remarqué quelque chose d'étrange sur le champ voisin. Un cercle lumineux apparaissait sur le sol, comme si un projecteur invisible balayait la terre. Le plus étrange, c'est qu'on ne distinguait pas le faisceau lui-même, seulement la zone éclairée, parfaitement nette, découpée dans l'obscurité. Nous avons levé les yeux et aperçu, à une bonne distance au-dessus des champs, plusieurs lumières dans le ciel, fixes, comme suspendues dans le noir. Nous avons d'abord cru à un hélicoptère ou un appareil agricole, mais la scène ne ressemblait à rien de familier. Après quelques minutes d'attente silencieuse,
l'objet a brusquement changé de direction et a foncé droit vers nous. Le projecteur s'est alors braqué sur nous, inondant l'endroit où nous nous tenions d'une lumière blanche aveuglante. Le temps semblait s'étirer et j'avais l'impression que nous étions figés dans ce faisceau. Mon cœur battait si fort que j'en sentais les pulsations dans mes tempes, et je ne parvenais même plus à bouger. Puis, aussi vite que c'était venu, l'objet s'est éloigné à une vitesse impressionnante. Les lumières se sont peu à peu estompées, en même temps qu'un bruit mécanique s'affaiblissait, semblable au ralentissement d'un moteur tournant à très haute vitesse. Quand tout redevint noir et silencieux, je me suis regardé la main, le regard posé sur ma cigarette encore allumée. Ce détail me servait presque de preuve que rien d'irréversible ne s'était produit, que je n'avais pas été aspiré dans quelque expérience incompréhensible avant d'être replacé là sans souvenir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de ne pas avoir été seul à vivre ça. Mon cousin avait vu exactement la même chose que moi, entendu le même bruit, ressenti le même vertige. Si j'avais été seul, je crois que j'aurais fini par me convaincre d'avoir rêvé, mais à deux, il n'y avait plus aucun doute. Ce soir-là, il s'est réellement passé quelque chose d'inexpliqué au-dessus de la ferme. J'étais à la chasse aux cerfs, en fin de saison. Il y avait presque 30 cm de neige au sol et pas un souffle de vent. Si tu as déjà été dans les bois par un jour pareil, tu sais que chaque son porte loin et que tout se détache parfaitement sur le fond blanc. Je longeais la lisière, avec un champ à ma gauche, avançant lentement vers le coin du terrain. C'est alors qu'un mouvement a accroché mon regard. Je tourne la tête et là, au milieu du champ, se tenait un grand mâle. Mais, n'avais-je pas parcouru ce champ pendant un quart d'heure sans rien voir? D'où pouvait-il sortir? Il était simplement là, le museau en l'air, à flairer autour. Je me suis accroupi doucement, j'ai mis mon fusil en position et je l'ai suivi dans la lunette. Je ne tirais pas encore, je le regardais juste. Il resta immobile un moment, puis fit quelques pas, avant de s'arrêter net en fixant l'extrémité du champ. J'ai cru qu'il avait repéré autre chose, alors j'ai levé la tête hors de la lunette. Et tout était figé. Pas de vent. Pas un son. Le cerf était aussi immobile que les arbres autour de lui. Avec du recul, c'était irréel. Mais sur le moment, j'étais concentré, les pieds bien ancrés. Je reprends la visée et j'appuie sur la détente. Détonation. Si tu as déjà tiré sur un gibier, tu sais ce que tu es censé percevoir, l'impact de la balle, le souffle qui soulève la neige ou la chair, la réaction immédiate de l'animal, qui s'effondre ou bondit pour fuir. Rien de tout cela n'est arrivé. Le cerf a disparu. Je baisse mon fusil, complètement dérouté. Quoi? J'ai scruté tout le champ. Vide. J'ai pensé qu'il s'était peut-être effondré dans la neige, alors j'ai avancé, fusil toujours en main, jusqu'à l'endroit exact où il se trouvait. Rien. Pas une trace. Or, avec 30 cm de neige, un animal de cette taille aurait forcément laissé des empreintes, des marques, du sang. Il n'y avait absolument rien, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai quitté les lieux en vitesse, le cœur battant. Quand j'étais enfant, j'étais fasciné par les catastrophes, surtout les catastrophes naturelles comme les tornades ou les tremblements de terre. Puis j'ai découvert l'histoire du Titanic, et ce drame a commencé à m'obséder. Bien avant la sortie du film, à une époque où personne n'imaginait encore qu'il allait être porté à l'écran, j'ai fait un rêve qui me marqua profondément. Dans ce rêve, je me retrouvais à bord du Titanic, et les images étaient si nettes, si réelles, que je me suis réveillé hanté par elles. Des années plus tard, lorsque le film est sorti, je l'ai regardé pour la première fois pendant une soirée pyjama avec des amis. Et au milieu de la projection, une scène précise est apparue à l'écran. C'était exactement la scène de mon rêve d'enfant, chaque détail correspondait. Mon corps s'est figé sur place, incapable de bouger. Je me suis mis à pleurer de façon incontrôlable, pris d'une panique que je n'arrivais pas à comprendre. Mes amis ont dû attraper mon sac de couchage et me tirer hors de la pièce, puis rester éveillés avec moi toute la nuit, car j'étais bien trop bouleversé pour retrouver le calme.
Il y a une autre expérience troublante dont je me souviens avec la même intensité. Je revois encore les images de l'explosion de la navette Challenger, diffusée en direct à la télévision. Je me rappelle avoir pleuré en voyant la fumée se disperser dans le ciel et les commentateurs bouleversés. Mais il y a un détail qui rend ce souvenir impossible. Je n'étais même pas encore né le jour de la catastrophe. Pourtant, quand j'avais 5 ans, j'ai parlé de cette scène à mes parents, persuadé de l'avoir vécue comme si c'était récent. À cet âge, je n'allais pas encore à l'école, je ne regardais presque jamais la télévision en direct, seulement quelques cassettes vidéo chez moi ou chez ma tante. Il aurait donc été très improbable que j'aie vu un documentaire ou une rediffusion à cet âge. Et malgré cela, je portais en moi ce souvenir, avec les mêmes émotions que si j'avais été réellement présent ce jour-là. Mon adolescence s'est déroulée dans une toute petite ville voisine d'anciennes terres d'exploitation forestière. Avec mon frère et mes amis, nous passions énormément de temps dans ces bois. Il y avait une vieille voie ferrée, et si on la suivait assez longtemps, elle traversait la forêt et menait tout droit jusqu'au rivage. Au bord de l'eau, échoué sur la plage, se trouvait un vieux navire. C'était une carcasse gigantesque, la plupart du bateau était enfoui sous le sable, mais une partie du pont restait visible et accessible. Il était là depuis si longtemps qu'il ne restait plus qu'un squelette rouillé. Puis nous avons déménagé. Des décennies plus tard, je suis repassé dans la région. À l'aller, je n'avais pas le temps de m'arrêter, mais sur le retour, après avoir réglé mes affaires, j'ai décidé de prendre mon temps et de revisiter la ville. Je me suis demandé si les rails abandonnés existaient toujours. En cherchant, j'ai trouvé l'ancien tracé, mais les rails et les traverses avaient disparu. Ne restait plus que le chemin marqué au sol. J'ai décidé de le suivre, de refaire cette marche jusqu'au rivage. Les souvenirs sont remontés en moi au fur et à mesure. La forêt avait la même odeur, la même atmosphère. Après un long moment, j'ai senti l'odeur salée de la mer et j'ai su que j'approchais. Quand j'ai atteint la plage, la marée était presque haute et la majeure partie de l'épave était submergée, mais une partie émergeait encore. Elle était exactement comme dans mes souvenirs d'enfant. Sauf pour un détail que je n'avais jamais vu auparavant. Un escalier. Il était posé là, sur la plage. Haut d'environ 3 ou 4 mètres. Un escalier banal, comme on en trouve dans une maison. Les marches étaient même recouvertes de moquettes. C'était tellement hors de propos, tellement absurde dans ce décor. Dans ma tête, j'avais déjà pris la décision de monter ces marches. Mais mon instinct, la part primitive de moi qui refuse le danger, m'en a empêché. J'ai fait demi-tour sans réfléchir et je suis reparti. Le chemin du retour m'a semblé 2 fois plus rapide que l'aller. Plus tard, en discutant avec mon frère, il m'a demandé si j'étais passé par là, car nous en avions parlé et il avait récemment repensé au sentier qui menait au rivage. Je lui ai répondu que non. Quand j'étais au collège ou au lycée, il est arrivé quelque chose d'étrange entre ma mère et moi. Nous avons fait, la même nuit, 2 rêves différents qui se sont rejoints dans une scène commune. Dans mon rêve, je me retrouvais dans une ville peuplée de démons. Les rares humains qui s'y trouvaient apprenaient à se défendre, et j'étais l'un d'eux. Des instructeurs nous avaient réunis et nous demandaient de tendre la main droite, paume tournée vers le sol. Ils nous montraient ensuite chaque partie de cette main, en désignant d'abord les doigts de gauche, puis ceux de droite, puis enfin la base de la paume. Chaque zone possédait un pouvoir particulier, et les mots qu'ils prononçaient pour nous l'expliquer résonnent encore dans ma mémoire: vivre, torturer, mourir. En touchant ces parties avec notre main gauche, nous pouvions activer ces pouvoirs et décider du sort des démons qui se dressaient contre nous. Je me mis donc à arpenter à pied cette ville qui ressemblait à une vieille cité européenne, avec ses rues étroites, ses façades anciennes et ses places pavées. Partout, des créatures hostiles m'encerclaient, et je devais choisir, selon les circonstances, quels démons je laissais vivre, lesquels je condamnais, et lesquels je devais tourmenter jusqu'à ce que leur mort devienne définitive. Au bout d'un long combat, je finis par atteindre une sorte de nuage suspendu au-dessus de la ville, et là, je vis ma mère. J'ai oublié ce qu'elle y faisait exactement, car tant d'années sont passées,
mais je garde en mémoire la clarté de cette rencontre. Le lendemain, je lui ai raconté ce rêve, et surtout le moment précis où je l'avais vue dans ces nuages, alors que je luttais contre des démons. Elle m'a regardé avec sérieux et m'a dit qu'elle m'avait vue elle aussi cette nuit-là, dans son propre rêve. Le sien avait commencé de manière totalement différente, dans un cadre qui n'avait rien à voir, mais l'instant où nos visions se rejoignaient était identique. Nous avions partagé le même point de vue, comme si nous avions réellement été ensemble à cet endroit irréel. Cette révélation m'a glacé le sang. J'étais terrifié par l'idée que nos rêves aient pu s'entrelacer ainsi. Ma mère, elle, ne voyait pas les choses de la même façon. Très spirituelle, elle y a vu une forme de voyage astral, une projection de nos esprits qui nous aurait permis de nous rencontrer ailleurs que dans la réalité. Moi, je n'ai jamais su quoi en penser. Mais je n'ai jamais oublié cette nuit où nos songes se sont croisés. J'avais 17 ans et je venais de commencer à sortir avec un nouveau petit ami. Après les cours, nous avions souvent l'habitude d'aller dans un parc d'État non loin de chez nous, histoire de marcher un peu et d'être tranquilles ensemble. Un jour d'octobre particulièrement chaud, nous avons décidé de pousser un peu plus loin dans les bois, car on avait entendu dire qu'il y avait une belle côte à quelques kilomètres de notre parking habituel. Au volant, je remarque vite que la route se rétrécit. Elle passe de 2 voies sans ligne centrale à une seule, puis devient de plus en plus étroite. Finalement, le bitume disparaît et laisse place à un chemin de terre, tellement entouré d'arbres que je ne pouvais ni me garer ni faire demi-tour. Mais à 17 ans, on se croit invincible, et je n'ai pas hésité une seconde à continuer, là où aujourd'hui je verrais un énorme signal d'alarme. J'ai roulé encore un bon kilomètre, montant et descendant de petites côtes, négociant des virages très serrés. Petit à petit, les arbres se sont espacés et ont laissé place à une grande clairière. Pourtant, toujours pas d'endroit où me garer sans bloquer le passage ou rouler sur la végétation. J'ai poussé un peu plus loin, jusqu'à apercevoir une petite aire poussiéreuse sur le côté. Parfait. On sort de la voiture, je la verrouille et glisse les clés dans ma poche. On descend droit vers le champ, qui s'ouvre sur plusieurs sentiers menant en contrebas, dans la forêt. C'était le même parc que nous connaissions déjà, avec ses chemins balisés et reconnaissables, donc nous n'avons pas vraiment fait attention à l'orientation, préférant profiter du décor et de notre balade. Après environ une demi-heure de marche, une pluie fine commence à tomber. C'est là que tout devient étrange, presque irréel. Nous faisons demi-tour pour reprendre notre chemin, mais le sentier se met à tourner, à bifurquer, et nous entraîne toujours plus loin dans la forêt. La pluie reste légère et la lumière est encore chaude, le soleil haut. Nous marchons encore, 1 heure peut-être, et commençons à nous impatienter. Logiquement, avec le temps écoulé, il devrait être aux alentours de 17 heures et le soleil devrait déjà descendre. Pourtant il brille toujours. Nous regardons nos téléphones, il est 19 heures. Comment est-ce possible? Le ciel ne correspond pas à l'heure. Nous accélérons, essayons le GPS mais évidemment aucun signal. Finalement, après d'innombrables détours, nous débouchons à nouveau sur la pente que nous avions descendue au départ. En remontant, je vois une maison. Puis une deuxième. Puis une troisième, toutes alignées au centre de la clairière. Elle semblait dater du milieu du XXe siècle. Façade inachevée, fenêtres et portes condamnées par des planches, aucune ouverture visible. Le plus étrange, c'est qu'il y avait des arbres qui poussaient tout autour et même entre les maisons, mais nulle part ailleurs dans le champ. Ma camionnette se trouvait juste devant elle, garée comme si c'était l'endroit prévu. Toujours verrouillée. Nous étions tellement bouleversés et mal à l'aise que nous sommes simplement montés dans la voiture, avons fait demi-tour et sommes repartis sans demander notre reste. Nous n'y sommes jamais retournés. C'était franchement terrifiant. Il y a un phénomène étrange qui m'arrive assez souvent avec mon mari. Cela se produit de façon imprévisible, sans aucun signe avant-coureur. Il m'arrive de penser à une question, de la formuler uniquement dans ma tête, sans la dire à voix haute ni même faire de gestes qui puissent trahir mon intention. Et, sans que rien ne l'y incite, mon mari me répond à haute voix, comme si j'avais posé la question devant lui.
C'est toujours au hasard d'une conversation banale ou d'un moment partagé, et les questions que je pense n'ont généralement aucun lien avec le contexte, rien qui puisse expliquer qu'il ait eu la même idée au même instant. Ces instants me donnent à chaque fois la sensation troublante qu'un fil invisible relie nos pensées. Mais il existe un souvenir encore plus marquant, qui remonte à mes années d'adolescence. J'ai grandi dans la maison de ma grand-mère, et quand elle est tombée gravement malade, elle a choisi de passer ses derniers jours chez elle, entourée des siens. Elle était atteinte d'un cancer en phase terminale, et mes parents avaient fait appel aux soins palliatifs pour l'accompagner. Les médecins avaient estimé qu'il lui restait 2 à 3 mois à vivre. Un matin, environ 4 semaines après le début de ce suivi, je me suis réveillé avec une certitude absolue. Avant même de sortir du lit, avant même d'entendre un bruit dans la maison, je savais qu'elle n'était plus de ce monde. C'était une évidence intérieure, une conviction glaciale qui s'était imposée à moi. Je n'ai pas eu le courage d'aller voir dans sa chambre, paralysé par la peur de confirmer ce que je ressentais déjà. Alors je suis allé chercher mon père. Quelques instants plus tard, il est revenu, le visage fermé, et il a confirmé que ma grand-mère était partie. Mon colocataire et moi avions décidé d'aller manger. En sortant de notre chambre, nous avons aperçu une de nos amies, une vingtaine de mètres devant nous, qui marchait très vite vers la salle des ascenseurs. Nous avons pensé qu'elle était probablement en retard pour le travail. Nous l'avons appelée, mais elle ne nous a pas répondu, et nous avons cessé d'insister lorsqu'elle a tourné pour entrer dans la pièce des ascenseurs. Moins de 10 secondes plus tard, nous sommes arrivés au même endroit, et elle avait disparu. Elle n'était ni derrière le distributeur, ni derrière la porte, et il n'y avait vraiment aucun autre endroit où se cacher. Le couloir est droit, avec les escaliers sur la gauche et les ascenseurs sur la droite, donc nous l'aurions forcément vue si elle avait pris une autre direction. Elle s'était littéralement volatilisée. Nous y avons réfléchi un moment et nous avons réalisé que, même si elle avait pris l'ascenseur, nous l'aurions su. Ces ascenseurs font beaucoup de bruit, et la sonnerie est encore plus forte, on peut l'entendre à l'autre bout du couloir, qui est pourtant très long. Intrigués, nous avons regardé par la fenêtre qui donnait sur la rue, et là nous l'avons vue, elle avait déjà traversé et se dirigeait vers son travail. En une quinzaine de secondes à peine, depuis le moment où nous l'avions vue dans le couloir, elle avait réussi à courir jusqu'aux ascenseurs, descendre du 8e au 1er étage et traverser la rue. Tout cela en quelques instants seulement. Soit elle est magique, soit quelque chose a vraiment bugué ce jour-là. À une époque, je travaillais chez McDonald's et, comme partout, nous utilisions ces grandes spatules en métal avec 2 trous ronds au centre, exactement comme celles qu'on voit dans les dessins animés, dans Bob l'éponge par exemple. Après avoir terminé de les utiliser, on les posait généralement sur le dessus du grill. Juste au-dessus, il y avait un support pour maintenir le bacon, un simple rack fait de barres métalliques soudées, parallèles, rien de particulier. Un jour, c'était le coup de feu. Je devais m'occuper à la fois des burgers et des friteuses, et les commandes s'accumulaient. Dans la précipitation, j'ai posé ma spatule rapidement sur le grill et je suis parti en vitesse récupérer des MC Chicken, parce que la friteuse hurlait. Quand je suis revenu quelques secondes plus tard, j'ai eu un choc. La spatule n'était plus posée sur le grill. Elle s'était retrouvée accrochée au rack au-dessus, comme si l'un de ses trous avait été enfilé autour d'une des barres métalliques. Sauf que c'était impossible. Les barres du rack étaient soudées, sans ouverture, il n'y avait absolument aucun espace par lequel la spatule aurait pu glisser pour s'y accrocher. La seule explication rationnelle aurait été qu'elle avait littéralement traversé la barre, comme si la matière s'était mêlée l'espace d'un instant, un peu comme dans un jeu vidéo où un objet clip à travers un décor. Le plus fou, c'est que la spatule est restée ainsi, suspendue comme une relique. Chaque fois que je retourne dans ce McDonald's, je la vois encore, pendue à ce rack comme si elle n'avait jamais bougé. C'est devenu une sorte de curiosité pour les employés, presque une légende locale de cuisine rapide. Ceux qui la voient pour la première fois demandent comment elle a pu se retrouver là, et aucun de nous n'a jamais su donner une réponse. En feuilletant mon journal intime d'enfance,
je suis tombé sur une des entrées les plus déconcertantes que j'ai jamais relues. Quand j'étais petit, j'avais quelques soucis de santé mineurs qui m'ont conduit à l'hôpital pour divers examens. L'un de mes rendez-vous était prévu à 7 heures du matin et consistait en une étude du sommeil. Je devais donc rester éveillé toute la nuit à partir de minuit, sans manger non plus si je me souviens bien, même si ce détail importe peu. Tout cela est un souvenir encore bien vivant dans ma mémoire car c'était une période éprouvante pour moi, et je l'ai consigné comme on pouvait s'y attendre d'un enfant encore maladroit avec les mots. Sauf qu'un détail reste totalement inexplicable. Cette nuit-là, mon père m'avait loué 2 jeux vidéo chez Blockbuster pour m'occuper. Naturellement, j'avais écrit cela dans mon journal. Mais, de façon incompréhensible, j'y avais mentionné un jeu que je ne connaissais pas encore à l'époque, un jeu qui n'existait même pas, puisqu'il ne sortirait que quelques années plus tard. À cet âge-là, je n'avais jamais entendu parler de cette série, que je ne découvrirais que bien plus tard et qui finirait par devenir très chère à mes yeux. Lorsque j'ai relu ce passage durant mon adolescence, je n'ai jamais pu comprendre comment mon moi enfant avait pu écrire sur quelque chose qui n'existait pas encore. Même aujourd'hui, rien que d'y penser, cela me bouleverse et me laisse sans réponse. Il y a plusieurs années, je me trouvais en voiture avec ma famille. La route était tranquille, nous roulions sans encombre, quand soudain 2 grands labradors blancs sont apparus en plein milieu de la chaussée. Nous les avons tous vus en même temps. Ma mère a poussé un cri et mon père a immédiatement freiné de toutes ses forces. Un bruit sourd a résonné à l'avant du véhicule, comme si nous les avions heurtés. Sans perdre une seconde, mon père a ouvert la portière et est sorti pour vérifier. Nous étions persuadés qu'il se trouvait là, étendu sur l'asphalte. Pourtant, il n'y avait absolument rien. Pas de chien, pas de poils, pas de traces de sang, pas même la moindre silhouette s'éloignant dans les champs voisins. C'était comme s'ils s'étaient volatilisés au moment de l'impact, comme si leur présence n'avait été qu'une illusion collective. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait nulle part où ils auraient pu disparaître. La route était dégagée de chaque côté, et nous les avions vus clairement, 2 labradors identiques, immobiles et bien réels. Nous avons fouillé du regard tout autour de la voiture, mais il n'y avait rien d'autre que le silence et l'obscurité. Depuis ce jour, nous les avons surnommés les chiens anges. Nous aimons croire qu'ils sont apparus pour nous avertir, pour nous obliger à ralentir, peut-être pour nous éviter un accident plus grave un peu plus loin sur la route. C'était une expérience troublante, presque surnaturelle, qui avait la texture d'un cauchemar éveillé mais aussi la douceur étrange d'une protection. En rentrant d'un voyage par une autoroute que nous avions parcouru maintes fois depuis que j'étais en première année, j'ai pris une sortie pour faire le plein. Comme souvent, la station-service se trouvait à 2 km. En y allant, je n'ai vu que des bois et des champs jusqu'à ce que nous arrivions à une station minuscule et délabrée. Ma mère dormait sur le siège passager, alors je l'ai réveillée pour lui dire que j'allais aux toilettes et que je revenais tout de suite. Autour de la station, il y avait surtout des gens du coin, reconnaissables au PQPS surélevé, et un vieil homme accompagné de son petit-fils et d'un chien à bord d'une Mustang. Alors que je marchais vers l'entrée, un chaton est venu vers moi en miaulant. Je l'ai pris dans mes bras. Le pompiste est sorti et m'a dit que je pouvais le garder, que quelqu'un l'avait abandonné là. Je suis aussitôt retourné à la voiture, et demandé à ma mère de tenir mon nouveau chat, puis je suis reparti chercher une boisson énergisante et utiliser les toilettes. Celle-ci semblait avoir été construite à la va-vite, faite de simples planches de contreplaqué, et l'intérieur était couvert de graffitis au marqueur. En ressortant, le vieil homme s'est approché avec son petit-fils et m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de chatons qui couraient sur sa ferme, et il me proposa d'échanger celui que je venais de trouver. Je lui ai répondu que nous n'avions pas le temps et que j'aimais déjà celui que j'avais recueilli. Il m'a alors souhaité bon voyage en ajoutant « C'est un chat spécial que vous avez là ». Depuis, ma famille n'a jamais réussi à retrouver la sortie où j'ai trouvé mon chat. Ils ont pourtant vérifié soigneusement chaque sortie lors de leur voyage. Cela fait maintenant 7 ans que je l'ai, et je suis persuadé que cette station-service et cette sortie n'étaient pas faites pour être retrouvées.
Il y a plusieurs choses étranges qui me sont arrivées et que je n'ai jamais réussi à expliquer. La première remonte à un moment banal du quotidien. J'avais posé une simple bouteille en plastique sur le dessus d'un placard, et alors que je m'en éloignais, la bouteille m'a littéralement sauté dessus. Elle s'est projetée vers moi avec une telle force que j'ai eu l'impression que quelqu'un me l'avait lancée en pleine figure. Intrigué, j'ai tenté de reproduire la scène, en posant et en lâchant la bouteille de toutes les manières possibles, mais rien n'y faisait. C'était impossible à recréer. Comme si ce qui s'était produit ce jour-là n'avait obéi à aucune règle physique connue. La deuxième expérience est plus récente. J'étais dans le bus qui me ramenait de l'école, les écouteurs dans les oreilles, perdu dans ma musique. Et soudain, comme si le son s'était coupé, une voix a résonné dans ma tête. C'était ma propre voix, mais elle ne venait pas de moi. Elle me disait clairement, quand tu descendras du bus, une voiture va presque te renverser. Cette pensée m'a obsédé tout le trajet. Je me suis répété qu'il ne fallait pas y croire, que je devais rester calme et vigilant. Pourtant, à peine descendu et engagé sur le passage piéton, une voiture a surgi et m'a frôlé de si près que j'ai senti le souffle de son passage. J'en suis resté glacé. Tout ce que j'avais tenté de me répéter pour me rassurer n'avait pas empêché la prédiction de se réaliser. Et puis il y a cette troisième expérience, plus ancienne encore. Dans le petit village où j'ai grandi, j'avais l'habitude de veiller tard, souvent devant mes jeux vidéo. Mais chaque nuit, entre 1 et 3 heures du matin, quelque chose se produisait. Je sentais comme une pression, un petit coup dans mon dos, toujours au même endroit. Cela arrivait plusieurs fois par semaine, parfois presque tous les soirs. Je voulais croire à un simple spasme musculaire, mais cette explication ne tenait pas. La sensation persistait, régulière, presque trop précise pour être le fruit du hasard. Et le plus étrange, c'est que tout cela s'est arrêté du jour où j'ai quitté cette maison. Depuis, plus rien. Il y a environ 12 ou 13 ans, je marchais le long d'une grande autoroute complètement vide. Je venais tout juste de m'y engager, à une centaine de mètres de la petite route où j'habitais. Il était 3 heures du matin, pas une voiture en vue. J'allais à la station-service la plus proche, à 1 kilomètre de là, pour m'acheter un paquet de clopes. J'entends alors le bruit de pneus. Ça venait de devant moi, dans la direction où j'allais. Mais je ne voyais rien. Pas de phare, pas de reflet de lune sur la carrosserie ou les vitres. Je suis plutôt observateur, donc je pense que si une voiture avait été là, je l'aurais remarqué. À une quinzaine de mètres de moi, les phares s'allument d'un coup. La voiture roule sur la bande d'arrêt d'urgence, là où je marche. Elle fonce, et je suis pile au centre de ses phares. Je me dis que c'est fini, je vais y passer. Mais il ne s'est rien passé. Pas d'impact, pas même un souffle de vent. Et d'un coup, je vois seulement les feux arrière s'éloigner alors que je me retourne. Soit mes yeux et mon système nerveux m'ont joué un tour impossible et unique en 34 ans de vie, soit cette bagnole m'est passée à travers. Je n'ai toujours pas d'explication. Ou alors je suis encore à l'hôpital, dans le coma, et tout ça n'est qu'une illusion que je suis en train d'écrire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.